Bonjour à toutes et à tous à ce webinaire organisé par l'ICAM Strasbourg sur l'intelligence artificielle et la maintenance prévisionnelle que nous organisons avec le support technique de Cap Industrie et l'UMM Hauts-de-France. On va attendre 1 ou 2 minutes que les dernières personnes se connectent et puis on va démarrer la présentation. Voilà, nous allons commencer. Donc, merci à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux, plus de 216 inscrits. Donc, merci à tous. C'est apparemment un thème qui vous passionne et j'espère que la présentation qu'on va vous faire sera à la hauteur de vos attentes. Je vais me présenter, puis je vais introduire les intervenants. Je suis Francis Beuglin, responsable de la formation pro à l'ICAM Strasbourg, qui est une école d'ingénieurs que je présenterai juste après, voilà, et je suis en charge de l'organisation et du déroulement d'un certain nombre de programmes de formation à destination des professionnels. J'introduis Julien, qui se présente. Bonjour à tous, donc déjà merci d'être aussi nombreux, vous êtes 100 personnes en présentiel, merci. Donc moi je suis chercheur et coordinateur pilote de la recherche chez ACDI et j'ai fait une thèse de doctorat sur le thème de la maintenance prévisionnelle. À côté de ça, je suis aussi freelance, donc je suis expert scientifique individuel et formateur sur les thèmes de l'industrie 4.0. Je vais laisser la main à Philippe. Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe Klein. Je suis un ancien responsable du pôle innovation de SEV Isocom et on m'a sollicité pour participer avec vous avec grand plaisir sur ce sujet. Et puis j'ai une petite histoire à raconter sur un passé récent qui peut être intéressant. Donc, merci à Julien et Philippe de participer à ce webinaire. Rapidement, qui nous sommes, hein, donc, nous sommes dans une école d'ingénieurs à l'ICAM, qui a plusieurs sites dans le monde et essentiellement en France. Nous sommes ici au site de Strasbourg, l'ICAM site de Strasbourg Europe, que vous voyez sur la carte. À Strasbourg, donc nous avons une activité effectivement de formation initiale, nous formons des ingénieurs généralistes, et nous avons une activité de formation continue, mais surtout professionnelle. Donc c'est celle au centre, c'est celle à laquelle j'appartiens, elle existe depuis presque 15 ans, et nous formons donc des professionnels en poste dans le domaine du lean management, du lean manufacturing, plus récemment de l'industrie du futur 5.0 et du lean office. On a plusieurs parcours de formation que je vous présenterai à la fin du webinaire. En gros, on forme des personnes d'une 40aine d'entreprises par an et 200 collaborateurs par an. Nos moyens sont assez originaux et conséquents, plus de 500 mètres carrés de laboratoire, de démonstration, qui servent à donc mettre en œuvre les formations, à mettre en œuvre des cas pratiques avec nos stagiaires. Vous voyez des photos de l'espace Lean, formation. Des environnements qui simulent un espace industriel et un espace office. Plus récemment, une nouvelle ligne Industrie du futur a été installée avec la collaboration de la région Grand Est, où il y a un certain nombre de briques technologiques et on montre comment on met en œuvre les concepts de l'industrie du futur. Donc cette ligne vient dans la continuité du Lean, de l'excellence opérationnelle, et il y a une histoire à cela. Voilà, au programme du jour, c'est Julien qui va principalement intervenir avec la co-animation de Philippe et de moi. Et je laisse donc la parole à Julien. Donc, merci Francis pour l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle et de maintenance prévisionnelle. Donc au début, je vais faire un peu de lexique, je vais vous définir les termes intelligence artificielle et maintenance prévisionnelle, puis vous montrerai comment intégrer tout ça en production via un cas d'usage. Ensuite, je donnerai la main à Francis qui, lui, vous parlera un peu plus du Lean et du lien entre le Lean et l'intelligence artificielle et la maintenance prévisionnelle.
Donc, première chose, il faut qu'on parle le même langage. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Donc, moi, j'ai pris la définition du Parlement européen qui dit, en résumé, que l'intelligence artificielle, c'est un programme informatique qui permet à une machine de reproduire des comportements humains, comme le raisonnement, la planification ou la créativité. Dans l'intelligence artificielle, il existe plusieurs sous-domaines. Le plus ancien, c'est les systèmes experts. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. Ces sous-domaines, ils sont un peu différents. Donc, les systèmes experts, à l'époque, c'était des programmes qui étaient explicités. Donc, les règles de décision qui permettaient à la machine de réfléchir comme un humain, elles étaient explicitées via des boucles if, then, else. Donc, par exemple, pour simuler une machine, une alarme qui montrerait son mauvais fonctionnement, ben, on pourrait faire if la température est supérieure à 100 degrés, then il y a un problème. Ça, c'est tout simple, mais c'est déjà considéré comme de l'intelligence artificielle. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas ça, c'est l'apprentissage automatique. Donc l'apprentissage automatique, aussi appelé le machine learning, et l'apprentissage profond, qui est appelé en anglais le deep learning. Là, au lieu d'expliciter les règles de décision nous-mêmes, on va laisser un algorithme le faire à notre place. Donc on va présenter des données à un algorithme qui, lui, va générer les règles de décision pour que la machine puisse prendre des décisions ou générer du contenu par elle-même. Un exemple imagé, moi j'ai une base de données où j'ai des largeurs de pétales de fleurs associées à un type de fleur. Donc je pourrais m'amuser à explorer ce fichier et à faire des règles de décision moi-même. Problème, j'en ai des milliers, ça serait beaucoup trop long. Donc là, si j'utilisais l'apprentissage automatique, je pourrais utiliser un algorithme qui s'appelle les arbres de décision. Donc là, je vais présenter les données à mon algorithme, et à partir de ça, il va générer tout seul un cheminement qui me permet de faire la classification des fleurs en fonction de la largeur de la pétale. Donc par exemple, ici, la première ligne qui représente la largeur de la pétale va mener à une décision. Si elle est inférieure ou égale à 0,8 cm, alors si elle est inférieure ou égale à 0,8 cm, alors on est sur une cétosa. Sinon, on passe sur un autre embranchement. Et si on est inférieur ou égal à 1,65 cm, alors c'est une versicolore. Sinon, c'est une virginica. Donc vous voyez, ces règles de décision, elles ont été générées par l'algorithme lui-même. Je ne les ai pas explicitées. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner des données. Donc là, dans l'apprentissage automatique, on est sur des algorithmes explicables. En vous montrant ça, vous pouvez faire le cheminement vous-même et classifier vos fleurs. Le deep learning, c'est un sous-domaine du machine learning où là, on ne va pas utiliser des algorithmes très explicables, on va utiliser des réseaux de neurones. Donc ça ressemble à ça, un réseau de neurones, et il agit sur deux facteurs, c'est ce qu'on appelle les poids, qui sont représentés par les W, et les biais, qui sont représentés par les V. Donc lui, on va lui donner les données, et il va apprendre une formule mathématique qui, quand je vais lui présenter une pétale dont je ne connais pas la classe de fleurs, en passant par cette formule mathématique, il va être capable de me classifier la fleur et me dire si c'est une cétosa, une versicolore ou une virginica. Donc là, vous voyez en bas, le IAT, la formule mathématique qui représente mon réseau de neurones. Là, vous voyez, je peux vous expliquer comment un réseau de neurones, ça fonctionne. Par contre, je serais incapable de vous dire pourquoi les poids et les biais, ils valent telle valeur. Donc là, c'est très puissant pour modéliser mathématiquement des systèmes. Par contre, c'est une boîte noire. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi les poids valent telle valeur. Donc ça, c'est la différence fondamentale entre l'apprentissage automatique classique et l'apprentissage profond. Donc maintenant qu'on est un peu d'accord sur la technique, je vous résume tout ça. Il y a ce qu'on appelle une phase d'apprentissage en machine learning, où on présente des données à un algorithme. Cet algorithme, il va nous générer ce qu'on appelle un modèle. Et c'est avec ce modèle-là que nous, on vient interagir. Donc là, par exemple, c'est à ce modèle que j'ai présenté la largeur de ma feuille, pour que lui, il me génère une sortie, donc une classification du type de fleur. Ça marche pareil pour toutes les différentes applications, et c'est ça qu'on va faire dans le cas de la maintenance prévisionnelle. J'attire aussi votre attention sur le fait que le modèle, une fois qu'il est entraîné, il est figé. Si on veut rajouter de la nouvelle connaissance, il faut repasser par la phase d'apprentissage. Donc, il faut rajouter des données dans la donnée d'entraînement, représenter ça à l'algorithme pour qu'il mette à jour un nouveau modèle. Aujourd'hui, on va aussi s'intéresser à deux types spécifiques d'IA. Donc, ce qu'on appelle l'IA prévisionnelle, qui permet de faire de la classification et de la prévision d'évolution de données. Donc, par exemple, on utilise ça pour prévoir la météo, estimer les temps de trajet, faire des recommandations de films, détecter de la fraude bancaire ou anticiper des pannes dans le cas de la maintenance. Et je vais aussi vous parler un peu d'IA générative. Donc, l'IA générative, ça sert à générer du contenu, comme générer des textes, créer des images, générer de la musique, traduire des textes, faire du text-to-speech, et dans notre cas, ce sera faire de l'aide à la décision. Donc là, je vais laisser Philippe vous introduire le cas d'usage qui va mener toute ma présentation. Ah non, pardon,
je suis allé trop vite. D'abord, lexique commun, la maintenance prévisionnelle. Donc la maintenance prévisionnelle, que vous avez souvent entendu marketingement comme la maintenance prédictive, ça désigne le même concept. Sauf qu'on parle de maintenance prévisionnelle au sens de la norme NFEN 13306, qui définit en fait tout le lexique de la maintenance. Donc la maintenance prévisionnelle, c'est de la maintenance conditionnelle qui est exécutée suite à une prévision obtenue grâce à l'analyse de données. L'objectif, c'est d'anticiper l'évolution de la dégradation du bien pour planifier les actions de maintenance au moment le plus opportun et le plus juste. Comme le monde est bien fait et que c'est un domaine de recherche qui existe depuis plus de 40 ans, eh bien, il y a une norme ISO en fait, qui définit les 7 étapes de la maintenance prévisionnelle. On commence par l'acquisition de données. Donc là, c'est mettre des capteurs sur les machines pour récolter de la donnée représentative de l'élément qu'on va analyser. Il y a une phase de traitement de données. Donc là, c'est pour faire du passage à l'échelle ou créer des nouveaux indicateurs. Par exemple, si j'ai besoin d'une donnée de puissance, mais que je ne capte que la tension et le courant, dans cette phase-là, je vais faire racine de 3 égale UI cos phi pour générer la nouvelle variable puissance. Ensuite, il y a le module de surveillance. Donc là, c'est mettre en œuvre tous les mécanismes pour être capable de suivre en temps réel toutes les données représentatives de mon système. Une fois qu'on sait faire ça, on peut passer au module de bilan de santé, aussi appelé module de diagnostic, où là, on va chercher en temps réel à représenter l'état de santé de la machine. Est-ce qu'elle est en fonctionnement normal, en fonctionnement dégradé ou en défaut? Une fois qu'on sait faire ça, on fait uniquement là de la maintenance conditionnelle. On va commencer à parler de maintenance prévisionnelle uniquement quand on aura déployé le module de pronostic. Le module de pronostic, lui, il sert à prendre les données temps réel et historique pour faire des estimations de son évolution, donc des pronostics de dégradation sur les heures, jours ou mois à venir. Comme ça, on pourra savoir en avance, estimer, peut-être que ma machine, dans 7 jours, elle sera dans un état dégradé. Et quand j'ai ça, j'ai ce qu'on appelle un pronostic de dégradation. Et ce pronostic-là, on va le donner au module suivant, qui est l'aide à la décision. Donc cette information de pronostic, il faut qu'on la présente à l'équipe de maintenance pour qu'elle puisse prendre des décisions. Donc planifier un arrêt, planifier une action de maintenance pour ne pas perturber la production et aussi optimiser le temps de vie du composant pour le changer au plus proche en fait, de la défaillance, pour gagner un peu quelques gains financiers là-dessus. Enfin, le dernier module, c'est le module de présentation. Toutes les informations qui transitent dans les 6 blocs précédents, il faut pouvoir les présenter en fait, aux parties prenantes. Et c'est à ça que sert le module de présentation, c'est juste transmettre les informations aux bonnes personnes. Voilà. Donc si je résume, la maintenance prévisionnelle, pourquoi on l'a fait? On l'a fait pour intervenir juste avant la panne, pour éviter les arrêts de production coûteux et maximiser la durée de vie des équipements. Donc là, je donne enfin la main à Philippe pour qu'il puisse vous présenter le cas d'usage. Oui, alors je vais essayer de vous situer sur ce cas d'usage avant de rentrer dans l'IA. Déjà, de quel produit? Déjà, la mission de PPI au départ, c'était de déployer l'industrie 5.0 au sein de l'entreprise. Donc, on a naturellement créé des cellules, soit des cellules robots telles que vous la voyez à gauche, mais j'y reviendrai, où on a fait de l'automatisme divers et variés. Grosso modo, en 10 ans, on a mené une centaine de projets industrie 5.0. Alors, revenons à notre cas d'usage. Il s'agit de la pièce qui est un flasque qui se trouve entre le moteur et le réducteur. Donc, peut-être Francis va nous donner, voilà, vous voyez la souris. Donc, on parle de cette pièce qui est à l'origine une pièce en aluminium injecté. Donc, on est parti d'un brut. La stratégie opérationnelle de la maison était de réduire les temps de passage au maximum. Donc, l'idée pour cette pièce-là était de partir d'un brut et de finir complètement la pièce dans la cellule d'usinage. Bien entendu, cette pièce a été faite auparavant sur des machines individuelles performantes, mais elle n'était pas forcément dans le flux. Donc, la première étape était de créer un flux qui était tiré par le client et qui nous a amené à faire un certain nombre de choix. Donc, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple du centre d'usinage qui réalisait complètement la pièce. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps le processus de production de cette pièce. Je vous l'ai marqué en dessous pour rappel, mais il y a également un petit film vidéo qui va vous permettre de bien visualiser la chose. Peut-être Francis.
Donc, on a un robot. Non, vas-y. Je vais juste montrer le processus qu'on fait. Ouais. Voilà. Donc, première opération, c'était le tournage, mais on n'y est pas encore, on le verra, il va y aller. Voilà. Donc là, il va récupérer la pièce qui est usinée des deux côtés et va la présenter dans une tarodeuse. Je vous expliquerai tout à l'heure parce que cette tarodeuse a aussi une histoire. Et ensuite, de la tarodeuse, les pièces vont aller dans la machine à laver. Et de la machine à laver, on va contrôler l'étanchéité et la pièce est terminée. Avant, la pièce était bien sûr usinée sur le CU, donc le centre d'usinage, sauf que en mettant en ligne, on a vu que le processus était très déséquilibré. Donc, globalement, on a sorti l'opération de taraudage de la machine et on a conçu un poste dédié de taraudage que vous voyez en bas, à côté, en zoom, à côté du moteur. Donc, du coup, on a gagné en capacité machine sur le CU et on a réussi à équilibrer le processus dans toute sa globalité. Une fois la cellule en place, on s'est rendu compte qu'en mesurant la performance, on a eu quelques soucis puisqu'on a eu beaucoup de casses tarot non prévisibles. Et du coup, on s'est posé un certain nombre de questions et on a mis sous contrôle le courant du moteur électrique, donc l'intensité du courant électrique, dans l'objectif de détecter des casses tarot. Par exemple, si le courant augmentait, on pouvait imaginer que l'effort de coupe augmentait et donc, sous peu, on pouvait casser le tarot. C'est ce qu'on a fait, mais en fait, on est un peu resté sur notre faim et parce qu'on n'a pas réussi à améliorer la performance parce qu'on n'arrivait pas à détecter, je dirais, suffisamment en amont les casses tarot. Sachant qu'avant, on les avait aussi, sauf qu'elle a impacté directement la performance du CU. Et là, on a toute une cellule qui était impactée, et donc il fallait absolument s'en occuper, puisque c'était la cause des pertes majeures de la cellule. Donc voilà. Donc pour la suite, Julien va reprendre le relais pour vous décrire l'IA qui a été mis en place pour pouvoir viser d'une façon beaucoup plus juste cet aspect de maintenance prévisionnelle ou de changement de tarot sur cette ligne-là. Merci Philippe pour l'introduction du cas d'usage. Donc là, ma mission, quand j'ai récupéré le projet, c'était d'une part détecter en temps réel la casse des tarots, donc faire le fameux bilan de santé des tarots, mais aussi anticiper l'usure du tarot, puisqu'un tarot non cassé peut faire une pièce de mauvaise qualité. Si le tarot est trop usé, le filetage n'est pas assez profond et la pièce n'est pas recevable et elle sera refondue et réusinée. Donc là, il y avait quelques pertes liées à la non-qualité liée à l'usure du tarot. Donc moi, mon objectif, c'était de faire la maintenance prévisionnelle du processus de taraudage pour détecter les casses en temps réel, détecter tout autre imprévu et surtout anticiper l'usure des tarots pour anticiper la non-qualité des taraudages. Donc pour faire ça, la variable représentative du processus, c'était le courant consommé par le variateur de vitesse en amont de la tête de taraudage. Pour mettre ça en œuvre, pour les curieux, moi j'ai utilisé un automate industriel auquel j'ai relié des capteurs de courant. J'ai collecté via cet automate les courants consommés par chaque phase et les tensions entre phases. J'ai créé un fichier CSV local sur l'automate que j'ai exporté vers une base de données sur un serveur dédié. Donc j'ai eu une base de données .csv qui m'ont servi à entraîner mes scripts et ces scripts entraînés à faire du coup le diagnostic en temps réel et la prévision. Je les ai déployés sur un ordinateur en pied de machine en Edge Computing. Donc pour les curieux, moi j'ai tout développé en Python. Voilà. Donc, voici à quoi ça ressemble. On mesurait en simultané tous les courants de phase et les tensions d'entre phases auxquels on ajoutait un eurodatage. Et ça, on le faisait 200 fois par seconde. En faisant ça 200 fois par seconde, j'ai pu créer des séries temporelles qui commençaient au début du cycle de taraudage et qui s'arrêtaient à la fin du cycle de taraudage. À droite, vous avez des exemples de séries temporelles. Donc la série temporelle A,
c'est l'allure du courant et de la tension du cycle de taraudage quand tout se passe bien. On taraude une pièce de bonne qualité, les tarots sont neufs, tout est super. Le B, c'est quand on taraudait une pièce conforme, mais qu'on était proche de la non-qualité. C'est-à-dire que la machine faisait bien ce qu'elle était censée faire. Par contre, quand on faisait les mesures qualité, on était à la limite du non recevable pour la production. En C, c'est l'exemple de ce à quoi peut ressembler un cycle de défaut inconnu. Celui-là, on n'a pas réussi à l'identifier, mais vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence entre le A et le B. Et enfin, le D, vous avez le profil d'un processus de taraudage lorsqu'un ou plusieurs tarots étaient cassés. Voilà. Donc là, l'enjeu, ça va être de savoir détecter ça en temps réel et d'anticiper cette dégradation. Voilà. Donc, au début, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait l'intelligence artificielle. Là, moi, je suis parti sur un projet qui était le premier, en fait, d'intelligence artificielle de l'entreprise et encore aussi le premier de maintenance prévisionnelle. Donc moi, ce qu'il me fallait pour entraîner mes modèles, c'était des données. Problème, on n'a jamais fait ça, on n'a pas de données. Donc moi, ma première mission, c'était récolter des données. Sauf que quand on a une machine en production, en fait, on n'a pas de données représentatives des défauts, puisque ces défauts, on cherche à ne pas les avoir. On essaie d'en avoir le moins possible. Donc le premier challenge, ça a été de récolter des données à la fois de processus corrects et de processus incorrects. Donc pour faire ça et l'automatiser, j'ai d'abord entraîné un premier modèle d'intelligence artificielle avec 600 cycles de taraudage conformes. Donc ce modèle prévisionnel, qui est un modèle de classification, il s'appelle un modèle de détection de nouveautés. Donc ce modèle d'IA, je l'entraîne qu'avec les données conformes, et sa mission, c'est me dire, est-ce que les prochaines séries temporelles, elles ressemblent à ce que je connais ou pas? Donc si ce modèle entraîné, il reconnaît les données, c'est que tout va bien. Par contre, s'il ne les reconnaît pas, c'est que soit c'est un défaut, soit c'est un nouveau profil de données conformes. Parce que ça, les 600 cycles, ça correspond grosso modo à un jour de production. Donc sur un jour de production, le tarot était neuf, je n'ai pas toute la durée du tarot. Donc dans ce dossier historique où je vais stocker ces données qui ne ressemblent pas aux 600 premiers cycles, il y a du bon et il y a du mauvais. On laisse tourner ce système quelques semaines, et moi, dans mon dossier historique, je finis avec 3600 séries temporelles représentatives d'un cycle de taraudage. Donc là, comme je l'ai dit, il y a du bon et du mauvais. Donc, il faut le trier. Donc, est-ce que je vais m'amuser à trier ça à la main? Non. Je vais utiliser l'intelligence artificielle. Là, j'ai utilisé un autre modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle le clustering, ou regroupement de données en français. Donc là, la mission du clustering, elle est très simple. C'est classer les données par ressemblance. Donc moi, j'ai fait ça en utilisant deux algorithmes, le DBSCAN et le Canine. Donc la première phase de clustering, c'était le DBSCAN que vous voyez en haut à gauche. Et là, on a trois couleurs différentes. Cet algorithme, il m'a dit, moi, je reconnais trois profils de données qui se ressemblent. Donc il y a la zone bleue, bleu-vert, ça correspond à l'usure normale d'un tarot. Entre le tarot neuf et la non-qualité, on a une certaine dégradation linéaire et ça correspond à cette zone. Par contre, le mauve et le jaune, c'était des événements indésirables sur lesquels je ne savais pas encore donner de nom, puisque c'était juste des regroupements de données. Donc là, on sait que j'ai trois profils de données. Ensuite, dans ce pavé d'usure normale, il y a du bon et il y a du mauvais. Comme je vous ai dit, un tarot neuf, il fait bien la pièce, mais on arrive à un stade où il fait de la non-qualité. Donc là, j'ai utilisé le Canine et je lui ai dit, ce pavé de données qui correspond à l'usure normale du tarot, j'aimerais que tu me le découpes en 6 parties. Donc, il m'a créé 6 nouveaux clusters de données. Et donc, en lui faisant cette phase de clustering, moi, je suis passé de 3600 séries temporelles à 8 dossiers différents où les données sont regroupées par ressemblance. Donc là, ça me facilite le travail. J'ai 8 clusters de données, donc des données qui se ressemblent et qui sont potentiellement les mêmes. Je vais pouvoir mener une analyse terrain manuelle. Maintenant, il faut que je puisse mettre un nom sur ces données, puisque actuellement, je ne sais pas si ça correspond à des données conformes ou à des données non conformes, les clusters. Je sais juste que c'est des groupes de données qui se ressemblent. Donc ça se fait manuellement. On va explorer la GMAO, on va explorer l'historique de maintenance, on va parler aux techniciens, prendre les dates où il y a eu des événements désirables, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la labellisation et de la fusion de clusters. Donc moi, j'ai fait ça, et je me suis rendu compte qu'on savait identifier la zone en rouge, ça correspondait à des tarots cassés. J'ai pu fusionner 2 clusters ensemble. Et dans la zone de droite, je me suis rendu compte que les 5 premiers clusters, ça faisait de la bonne qualité. Donc, j'ai pu fusionner ces 5 clusters et leur mettre le label tarot OK. Et le cluster restant, c'est là où on était à la limite entre la qualité et la non-qualité. Donc, c'est à partir de là qu'on devrait changer les tarots. Donc ça, c'est une nouvelle classe, un nouveau label qu'on appelle tarot très usé. Donc là, une fois que j'ai fait cette exploration manuelle, j'ai 3 nouveaux clusters de données où je sais lier des données de série temporelle à un état de la machine. Et ça, c'est la base de données nécessaire
à entraîner les modèles de diagnostic, donc l'étape 4 de la maintenance prévisionnelle. Donc j'ai pris ces données labellisées et j'ai entraîné différents modèles de diagnostic. Moi, j'ai fait le choix personnel de faire un modèle par type de profil de taraudage. Donc on prend les 3 clusters de données, on présente ça à un modèle et on lui donne une mission à détecter avec un haut niveau de confiance si les tarots sont OK, très usés ou cassés. Ça veut dire que moi, j'ai entraîné 3 modèles différents. J'ai fait ce qu'on appelle la classification binaire. J'aurais pu faire un seul modèle qui fait de la classification multilabel, mais moi, j'ai fait le choix de faire la classification binaire pour le futur. Parce que s'il y a un 4e mode de dégradation qui arrive au bout d'1 an, 2 ans, en classification binaire, j'ai juste à créer un nouveau modèle et l'ajouter à mon système. Or, si j'avais fait de la classification multiclasse, j'aurais dû réentraîner l'entièreté du modèle et potentiellement perdre de la précision sur la détection des tarots OK, tarots usés, tarots cassés. Donc là, c'était pour faciliter la suite du projet. Donc, j'ai choisi de faire de la classification binaire. Une fois que j'ai entraîné ces modèles, moi, je les ai déployés dans le système en production. Et donc, là, on reprend, on a l'automate. Il mesure une série temporelle d'une série de processus de taraudage. On le passe au premier modèle de détection de nouveauté. Si le modèle le reconnaît, c'est que tout va bien, vu qu'il a été entraîné à reconnaître ça. Et s'il ne le reconnaît pas, on va envoyer ça au modèle de diagnostic. Donc là encore, 2 cas de figure. Un des modèles le reconnaît. Si c'est tarot OK, on ne fait rien. Et si c'est tarot usé ou tarot cassé, on peut envoyer un diagnostic de dérive au technicien de maintenance. Et si aucun des modèles de diagnostic ne reconnaît les données, c'est qu'on ne les connaît pas encore. Et donc, on va le stocker dans la base de données des nouveautés. Comme ça, moi, dans 1, 2, 3 ou 4 mois, je vais pouvoir faire une phase d'amélioration continue où je vais mettre à jour mes modèles, peut-être trouver un nouveau modèle de dérive, une nouvelle classe de dérive et entraîner un nouveau modèle de diagnostic. Ça, cette architecture, elle me permet en fait de faire vivre le projet de maintenance prévisionnelle tout au long du cycle de vie de la machine et de faire de l'amélioration continue. Donc là, si vous suivez, on est sur du temps réel. Je ne fais pas encore de prévision, donc là, on est sur de la maintenance conditionnelle. Mais moi, je vais faire de la maintenance prévisionnelle. Je vais anticiper les casses tarots. Je vais anticiper les tarots usés. Je ne vais pas le découvrir à l'instant T. Donc là, c'est la phase de pronostic. Et donc, pour faire ça, c'est le même principe. On va utiliser un modèle d'intelligence artificielle, sauf qu'on ne va pas utiliser les mêmes données. Là où avant, j'utilisais des séries temporelles qui représentaient un cycle de taraudage unique, moi, je vais prendre une série temporelle qui représente la dégradation totale du tarot. Ça veut dire que je vais mettre un tarot neuf et je vais commencer à mesurer tous les cycles de taraudage jusqu'à son usure et je vais les coller. Donc, ça ressemble à une grande série temporelle qui représente en fait toute la vie de l'outil, de son insertion dans la machine jusqu'à sa casse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un scénario de dégradation. Donc, moi, j'en ai capté plusieurs. Et donc, ces scénarios de dégradation, je les ai présentés à un algorithme pour créer mon modèle de pronostic. C'est quoi la mission d'un modèle de pronostic? Imaginons, aujourd'hui, on est 11 heures. Mon modèle de pronostic, il est entraîné. Je vais lui présenter la série temporelle qui représente la dégradation de mon tarot de 10 heures à 11 heures. Et lui, je vais lui demander de me faire l'estimation de la dégradation sur les 15 minutes à venir. Vu que lui, il a été entraîné avec la dégradation de la totalité de la durée du tarot, il sait me dire avec une petite partie de série temporelle ce à quoi ça va ressembler dans le futur. Donc moi, je fais ça. Et cette série temporelle, je vais la passer à mon premier modèle de diagnostic. Et donc là, vous voyez, peut-être qu'il va me dire les 3 premiers cycles, on est OK. Par contre, après, on est dans la classe tarot très usé. Donc moi, là, j'ai pu faire une prévision et dire qu'il me reste X cycles avant le défaut. Et donc là, je vais pouvoir agir en amont. Je vais pouvoir mettre en pause la machine, appeler un technicien de maintenance ou l'opérateur pour lui dire là, tu vas faire de la non-qualité, change les tarots, s'il te plaît. Et donc là, seulement à partir de là, on parle de maintenance prévisionnelle, parce que là, on a fait une prévision. Voilà. Donc là, c'était la place de l'intelligence artificielle dite prévisionnelle. Elle nous a permis de détecter les dérives, de traiter automatiquement des masses de données, de classifier des processus en temps réel et de projeter les données pour faire des prévisions. Un bilan un peu plus terrain, ce cas d'usage, en fait, il m'a permis de détecter 90% des événements de casse tarot. Ça veut dire que sur 10 événements de casse tarot en temps réel, on n'en a loupé que 1. Ça a aussi permis d'éviter 30 pièces non conformes par semaine via l'anticipation de l'usure du tarot et donc d'augmenter en fait le taux de disponibilité de la machine de 1,5% en supprimant de la non-qualité. Et rapporté à l'usine où ça a été déployé, si on était capable de faire ça sur toutes les machines, ce petit 1,5%, ça représentait 16 000 moteurs par an et presque 7 millions d'euros de CA.
Donc vous voyez, ça c'est des gains qu'on vient gratter une fois qu'on a bien implémenté le but. Donc là, on est sur le prévisionnel, mais la maintenance prévisionnelle, je vous ai dit, après le pronostic, il y a l'aide à la décision. Bien là encore, l'IA, elle peut nous aider. Donc là, un peu de rappel. Donc, c'est les mêmes bases méthodologiques. De l'IA générative, en général, ça se fait par des réseaux de neurones. Donc, le schéma donné qui alimente un algorithme qui génère un modèle avec lequel on interagit, lui, il ne change pas. Ce qui change, c'est la nature des données. Dans l'IA générative, en général, ça va être des milliers de PDF, ça va être des bases de données exportées, la connaissance experte au final. Et le modèle, lui, je vous rappelle qu'une fois qu'il est entraîné, il ne bouge pas. Ça veut dire qu'une fois quand on utilise un LLM, par exemple, quand on utilise ChatGPT, lui, il ne connaît pas les données de son entreprise. Donc, soit on fait le choix de lui télécharger des PDF pour lui donner notre connaissance, soit on fait le choix d'avoir un système local où on veut avoir un peu la maîtrise de nos données. Et donc, il faut mettre des mécanismes pour pouvoir utiliser des modèles génératifs déjà entraînés, parce que ça coûte très cher à faire. Il y a très peu d'entreprises françaises qui pourraient se permettre d'entraîner leur propre LLM eux-mêmes. Donc, ce qui se fait en général, c'est prendre un modèle déjà entraîné, donc un modèle génératif déjà entraîné, auquel on va ajouter notre connaissance experte, notre connaissance à nous. Et donc, pour faire ça, il faut déjà comprendre comment ça marche. Donc, l'IA générative, elle, c'est un réseau de neurones, ça comprend des valeurs numériques, ça ne comprend pas du texte. Donc, la première chose qui se fait en IA générative, c'est de transformer votre texte en vecteur mathématique. Donc, comment ça marche? Vous posez une question à l'IA générative, votre demande, elle est découpée en tokens. Ces tokens, informatiquement, ils correspondent à des ID. Donc, il y a un grand dictionnaire où chaque mot est récupéré par un ID. Et ces mots, après, ils sont transformés en vecteurs mathématiques. Là, pour l'exemple, j'ai mis un vecteur 3 dimensions, mais dans les grands modèles d'IA générative, comme ChatGPT, Mistral, etc., un mot, c'est un vecteur mathématique complexe qui fait quasiment 700 dimensions. Voilà. Et c'est ça qui vient alimenter notre modèle, notre algorithme pour entraîner le modèle. Et c'est aussi ça qui vient en données d'entrée quand vous posez une question. Quand vous posez une question, votre question s'est transformée en vecteur mathématique, puis proposée au LLM pour qu'il vous génère une réponse. Et cette réponse, ce sera aussi des vecteurs mathématiques. Et il y a le chemin inverse qui va se faire. C'est-à-dire que vos vecteurs mathématiques vont être remis en ID et ça va reconstituer une phrase. Voilà. Et donc, si vous voulez faire ça en local, chez vous, comment ça se passe? Vous prenez vos données d'entreprise, vous faites de la découpe, vous transformez vos documents en ce qu'on appelle des chunks. Ces chunks, ils sont transformés en vecteurs mathématiques, qu'on appelle les embeddings. Et ces embeddings, ils viennent être stockés dans une base de données vectorielle. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous, ce que vous pouvez faire, c'est définir un système avec un LLM déjà entraîné, par exemple. Et donc, votre utilisateur va venir poser une requête. Il va poser une question sur votre système, par exemple. Et avant d'envoyer ça au LLM, elle va être contextualisée. Donc là, votre question, elle va venir être clusterisée. Donc, c'est le même algorithme que je vous ai présenté avant en maintenance prévisionnelle. Votre question, c'est des vecteurs mathématiques. Ça va chercher le voisinage des vecteurs mathématiques dans la base de données vectorielle, parce qu'en gros, ça va sortir des mots, des questions, des bouts de phrases qui sont potentiellement la réponse à votre question et qui viennent de vos données d'entreprise. Et donc là, il y a une contextualisation qui va se faire. Il va y avoir votre question et des données susceptibles d'y répondre. Et tout ça, ça va être envoyé à votre LLM. Donc là, j'ai un peu simplifié, mais une requête contextualisée, ça peut être un prompt qui fait « traite la requête 1 », qui est votre question, en utilisant uniquement ces informations qui ont été extraites de votre base de données vectorielle. Donc ce système-là, c'est ce qu'on appelle du Retrieval Augmented Data, donc du RAG. Vous avez sans doute vu ça sur les réseaux sociaux professionnels, c'est un peu en vogue en ce moment. Et donc tout ça, c'est proposé au LLM, qui lui donc aura votre question, vos données de votre entreprise, et il va pouvoir vous répondre une réponse qui, elle, est contextualisée par rapport à votre contexte industriel. Et donc ça, moi, je l'ai mis en œuvre et j'ai créé un chatbot expert. Donc là, j'ai fait un cas d'usage simplifié. Donc à gauche, j'ai des codes erreurs que j'ai mis dans ma base de données d'entreprise. J'ai fait un RAG autour de ça. J'ai pris un LLM déjà entraîné. J'ai pris un Mistral 40 milliards de paramètres. J'ai fait mon RAG et j'ai mis ça de concert pour avoir un chatbot expert sur ma tarodeuse. Donc là, je vais poser une question. Quel est l'historique de maintenance de ma tarodeuse multibroche? Là, il m'a sorti les 4 derniers événements indésirables qui sont produits sur la tarodeuse avec le code d'erreur et l'action de maintenance qui a été faite. Ensuite, je lui demande, moi j'ai un code d'erreur OX1200, qu'est-ce que je dois faire? Lui, il allait voir la documentation technique de la machine, les historiques de la GMAO, et il est venu me dire,
Ce code d'erreur, il correspond à un porte-tarot qui est cassé. Il m'a donné la procédure pour le remplacer. Et il est aussi allé checker mon stock pour me dire, il te reste un porte-tarot dans le stock magasin, donc tu vas pouvoir faire ton action de maintenance. Et donc, en connectant ce système-là via des serveurs MCP, on pourrait aller encore plus loin. Mais ça, ce n'est pas le cadre de la présentation. Mais le RAG, c'est une étape pour emmener de la connaissance à froid, en fait, au LLM, mais vous pourriez le faire en dynamique avec d'autres mécanismes comme les serveurs MCP. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, il faut que je vous parle de la notion d'agent, vu que c'est très en vogue en ce moment, également l'IA agentique. Tout simplement, en fait, c'est des échanges d'API. Moi, mon système de maintenance prévisionnelle, c'est un système agentique, puisque j'ai différents modèles d'intelligence artificielle spécialisés dans une tâche qui vont travailler de concert. Donc, en IA prévisionnelle, moi, j'avais l'agent de détection de dérive. Donc, c'était celui qui était entraîné avec les 600 cycles de taraudage fonctionnel. Lui, s'il détecte quelque chose qu'il ne connaît pas, il envoyait tout ça à l'agent de diagnostic. J'avais aussi l'agent de pronostic qui essayait de me projeter les données dans le futur, et il envoyait cette série temporelle à l'agent de diagnostic. L'agent de diagnostic, lui, quand il détectait un événement indésirable, comme une usure qui va entraîner la non-qualité ou une casse, il envoyait tout simplement une requête API à mon agent de proposition d'action de maintenance. Donc, lui, il recevait un code erreur. Lui, il sortait une proposition de maintenance à un agent de vérification de stock. Lui, il regardait s'il y avait les pièces en stock suffisantes. S'il n'y en avait pas, il envoyait un mail à la maintenance pour dire « Attention, il manque des pièces pour telle machine qui va bientôt tomber en panne. » Donc, ça me permet d'anticiper la commande de pièces et de ne pas me retrouver dans une situation où la machine s'arrête et en fait, je n'ai pas la pièce pour la réparer. Et s'il y a le stock qui est bon, ça pouvait envoyer directement les informations à un autre agent de planification de maintenance qui, lui, donc, il a le code erreur, il a l'état du stock, il va avoir accès au planning de la maintenance et il va peut-être envoyer un mail au chef d'équipe pour dire « Écoute, ta machine elle va être en panne dans 4 jours, tu as le matériel nécessaire pour faire l'action de maintenance. Au vu du planning de maintenance, moi, je te propose 3 créneaux, à toi de décider. » Parce que dans un système de maintenance prévisionnelle, la décision, elle est toujours prise par l'homme. On pourrait essayer d'automatiser cette prise de décision, mais là, on changerait de paradigme. On ne serait plus dans de la maintenance prévisionnelle, on serait dans ce qu'on appelle la maintenance prescriptive. Donc ça, c'est en plein essor. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits là-dessus sur la confiance qu'on peut accorder à ce genre de système automatisé, puisque ça peut engendrer en fait des pertes financières, mais aussi incorporer des risques humains selon l'industrie. Voilà. Mais dans le cas de la maintenance prévisionnelle, la décision finale est toujours prise par l'homme. Il y a toujours une vérification humaine. Donc, si je fais un peu un bilan sur la place de l'intelligence artificielle en maintenance, dans le cadre de mon cas d'usage, on a utilisé l'IA prévisionnelle pour l'étape de surveillance, donc détecter les dérives en temps réel, pour le module de bilan de santé, savoir si on est sur un tarot sain, un tarot très usé qui va faire de la non-qualité bientôt, sur un tarot cassé, où là, en fait, la pièce, elle est abîmée, donc il faut arrêter la machine tout de suite. On a aussi utilisé l'IA prévisionnelle pour faire du pronostic, donc projeter les données dans le futur pour anticiper les événements désirables. Puis, on a utilisé l'IA générative pour faire un chatbot expert sous la forme de questions-réponses qui est capable d'exploiter des connaissances internes à l'entreprise et pour faire de l'aide à la planification de maintenance. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser la main à Francis qui va vous parler un peu du lien entre le lean et la maintenance prévisionnelle et l'intelligence artificielle. Alors, comme vous avez pu le voir, on est loin d'une petite boîte avec du plug and play. Hein, c'est quelque chose de relativement complexe, mais en même temps, ça vous permet de décrocher et de gagner des points de TRS que vous ne pourriez pas atteindre avec les outils traditionnels du lean management ou de l'amélioration continue. Et donc, sur la base de ça, finalement, on peut se poser la question, y aurait-il des prérequis avant d'envisager un projet d'intelligence artificielle et de maintenance prévisionnelle? Je vais poser la question à Philippe pour peut-être nous rappeler le contexte de son entreprise à l'époque et finalement, selon lui, quels sont les grands prérequis avant de se diriger vers une étape de maintenance prévisionnelle. Alors, je vais faire une affirmation très, je veux dire, très, avec une grande conviction. Il ne peut pas y avoir une industrie 5.0 sans lean au préalable. Pourquoi je dis ça? Parce que, en définitive, derrière les investissements liés principalement à de la techno, lorsqu'on parle d'industrie 5.0,
il y a aussi un retour sur l'investissement. Et le retour sur l'investissement est primordial pour réussir cette mutation. Et le Lean va nous permettre justement d'aller regarder les processus en détail, de définir les faiblesses, donc les pertes en définitive, et de contrecarrer ces pertes avec de l'organisation au préalable et seulement après de la techno. Sinon, je suis persuadé que l'industrie 5.0 deviendra un gouffre financier et beaucoup ne seront pas rentables. Donc ça, c'est le premier point. Et là, le Lean va nous amener pas mal d'approches méthodologiques et aussi pour amener, parce qu'on n'est pas seul autour de nous, puisqu'il y a toute une équipe, mais aussi des utilisateurs. Là, je veux dire, l'aspect formation est déterminante aussi par rapport à ça. Simple exemple, les interfaces homme-machine qui ont été mises en place, on les a standardisées à l'époque, simplement pour faciliter l'utilisation au quotidien que ce soit des robots ou des lignes automatiques. Merci Philippe de ce partage. Peut-être ton avis, Julien, sur quels sont les prérequis avant d'avoir fait le travail que tu as fait. Oui. Alors moi, je rejoins Philippe sur ce qu'il a dit. Et du point de vue applicatif IA, en fait, on ne peut pas se lancer dans des projets comme ça si on ne maîtrise pas le processus et si on ne maîtrise pas les données. Parce que l'IA qu'on a utilisée dans cet exemple, c'est basé sur du machine learning. C'est-à-dire qu'il nous faut des données. Il nous faut des données représentatives du système, surtout des données saines et documentées. Donc, avant d'essayer de faire ça, il faut avoir toute l'architecture, toute l'infrastructure qui permet de collecter les données d'une manière standardisée et les exploiter. Aussi, il faudra développer de nouvelles compétences. C'est un métier qui est assez émergent. Donc, il faut savoir former des talents, récupérer des talents et essayer d'intégrer ça surtout dans une stratégie d'entreprise. Donc là, il y a de plus en plus de problématiques, notamment sur l'IA générative. Vu que c'est très compliqué en fait d'avoir un modèle efficace et de l'entraîner soi-même, on utilise des modèles déjà entraînés. Donc soit on le fait en local et ça nécessite d'avoir des infrastructures matérielles qui peuvent coûter très vite, très cher, soit on le fait en utilisant des services API. Donc on utilise l'API de ChatGPT par exemple, de Mistral, de DeepSeek, etc. Mais ça implique que vos données d'entreprise, elles partent à l'étranger sur des serveurs que vous ne maîtrisez pas. Donc il y a toute une problématique aussi de est-ce que mon cas d'usage est très critique? Si oui, il faut que j'essaie de voir pour le faire en local. Est-ce que l'IA générative est vraiment la bonne solution? Parce que moi, j'ai parlé d'IA, mais pour faire de la maintenance prévisionnelle, on n'est pas obligé d'utiliser l'IA. Selon le cas d'usage, on peut juste faire de la modélisation mathématique, donc des modèles basés sur la physique, ou des modèles basés sur la connaissance, où on va venir expliciter nous-mêmes en fait, des règles de décision. Merci de vos partages. Donc, en résumé, on a entendu effectivement maîtriser d'abord vos processus avec les outils du Lean, donc créer un flux continu avec l'approche Lean. Commencez par mesurer vos pertes, faites-en un Pareto, et commencez à attaquer les causes principales de pertes, et puis vous faites cette boucle-là un certain nombre de fois, ce qui va vous permettre d'atteindre un certain niveau de maîtrise de votre processus, qui sera la porte ouverte à envisager une étape ultérieure de mise en œuvre de l'IA et de la maintenance prévisionnelle. La première des choses, Julien l'a dit, il faut des données qui soient fiables, à la fois sur la performance du processus, mais au niveau des capteurs, qu'est-ce que vous mesurez, quelles sont les dégradations envisagées et que vous devez éliminer, etc. Ce faisant, vous pourrez ainsi commencer à analyser des causes de perte qui sont difficilement accessibles par l'approche traditionnelle, comme la case des tarots. Ensuite, il faudra se poser la question effectivement du gain potentiel. Voilà, est-ce que ça vaut le coup? Si j'élimine cette cause, je vais gagner 2 points de TRS. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que derrière, il y aura effectivement des investissements, de l'acquisition de ressources pour mettre ce projet en œuvre avant de le lancer. Donc voilà un petit peu le grand message d'aujourd'hui et qu'on donne au sein de l'ICAM, c'est l'industrie du futur, c'est génial. Commencez pas à vous précipiter dedans, il faut d'abord créer la base, créer la culture, maîtriser vos processus à l'aide des outils du Lean Management. Et donc, voilà, ce qu'on enseigne dans les parcours, c'est les bases méthodologiques. Donc, commencez par mesurer les pertes au niveau de l'opérateur et non pas avec des capteurs. Pourquoi? Parce que il faut bien impliquer les opérateurs. Et puis, c'est lui qui peut vous dire la cause de l'arrêt.
Vous avez une base de données qui peut être Excel, hein, et vous en faites un Pareto, vous commencez à attaquer les têtes de Pareto. Il faudra passer par une recherche de cause racine sur un certain nombre de choses, parce que la cause ou les causes ne sont pas toujours évidentes à trouver. Ensuite, vous déployez des actions correctives, vous pilotez le plan de progrès et vous vérifiez qu'effectivement, vous avez une amélioration du TRS. Et après, vous pouvez envisager de commencer à digitaliser une partie de la mesure, mais le grand conseil, voilà, comprenez d'abord ce que veulent dire les chiffres avant de vous lancer dans quelque chose qui est un super miroir. Il y a beaucoup de chiffres, c'est super beau, mais si vous ne les comprenez pas, vous n'en tirerez pas tout le bénéfice. Donc, quelques exemples de nos clients stagiaires, hein, une ligne de production dans l'agroalimentaire avec ce type d'approche est passée de, je crois, 35% à 70% de TRS en un an. Un autre exemple, c'est dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, une ligne d'emballage et d'empaquetage de cachet est passée de 25% à 40 points de TRS. Donc, vous voyez que ce type d'approche donne déjà beaucoup de résultats. Par contre, à un moment donné, vous risquez effectivement de saturer sur les dernières causes. Et là, effectivement, des nouveaux outils comme l'IA prévisionnelle peuvent vous amener à un cran de performance plus loin. Voilà, donc là, c'est un petit peu ça ce qu'on vous dit également. Donc, vous avez un graphe qui représente la maturité ligne de votre entreprise, hein, sur la partie Y du graphe. Et sur la partie horizontale, abscisse, c'est l'usage, l'automatisation, l'intégration de briques technologiques et la digitalisation de votre entreprise. Ce qu'on déconseille aux entreprises, c'est de, voilà, à partir d'une maturité d'excellence opérationnelle relativement faible, se précipiter vers de la digitalisation, de l'automatisation, parce que vous n'en tirerez pas plein le bénéfice. Et puis, vous le mettrez sur des processus qui ne sont pas assainis. Donc, le chemin voilà, à privilégier, c'est peut-être celui-là ou celui-là. En gros, commencez à travailler la performance de vos processus et votre culture d'amélioration continue. Et ensuite, vous pouvez envisager effectivement le digital et les techniques de l'industrie du futur. Un petit rappel, et on est un peu sur la fin du webinaire. On va prendre quelques questions, mais on ne pourra pas tout prendre. Vous êtes très nombreux. Donc, sur l'ICAM Strasbourg, nous avons des parcours qui vont du Lean Office 4 jours au Black Belt. Donc, les Black Belts sont plutôt pour des responsables d'usine, responsables de secteur, maintenance, production. Ils sont capables de faire des diagnostics de processus et d'établir des plans d'action d'amélioration dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Les Green Belts sont plutôt les adjoints qui sont là pour mener des chantiers de progrès. Donc voilà, vous aurez sur le site internet l'ensemble des programmes mis à disposition. Nous avons donc sur Strasbourg, en l'occurrence, donc des moyens assez intéressants et plutôt uniques. Hein. Alors des moyens pédagogiques, mais surtout des intervenants experts qui viennent expliquer dans leur domaine qu'est-ce qu'ils font, quels sont les grands messages à apprendre, donc des directeurs d'usine, des responsables de ligne en poste, etc. Et vous aurez des parcours de durée entre 4 jours et 20 jours selon la certification ou la formation ciblée. En complément, nous sommes en train de sortir des programmes de formation à destination sur le thème de l'industrie du futur. Donc, on a une partie découverte. Donc, la partie haute ici, c'est une journée de découverte des concepts qu'on a déjà fait plusieurs fois avec plusieurs entreprises, qui a un gros succès, qui vous permet de découvrir les concepts de l'industrie du futur. Destination plutôt direction, management, fonction support. Et une version plutôt mobile qu'on peut faire en intra à destination essentiellement des opérateurs du management et des fonctions support. Voilà, formation qu'on a faite également de nombreuses fois et qui a permis de démystifier l'industrie du futur au sein d'entreprises à destination des opérateurs. Vous retrouverez Philippe en co-animation avec moi sur ce module. Voilà. Ensuite, on rentre plutôt dans le thème comment comprendre et mettre en œuvre une ligne industrie du futur. Hein. Donc, il y a un certain nombre de modules sur comment je conçois finalement une ligne 5.0 à partir d'un produit existant. Évidemment, elle est déjà en ligne effectivement avant. J'ai un module sur les ERP, MES. On retrouve un module que va animer Julien qui est l'IA en industrie et le contrôle vision. Donc, vous retrouvez ces animateurs-là.
l'esprit, c'est voilà, les spécialistes parlent aux pros et c'est notre marque sur la qualité de ces formations-là. Et enfin, on rentre plutôt dans le détail sur les derniers volets des formations. Et donc, vous allez retrouver donc Julien qui interviendra sur l'IA et la maintenance prévisionnelle. Et le webinaire d'aujourd'hui était simplement un aparté, un extrait de cette formation-là. Voilà, l'essentiel enfin, la partie Lean et formation Lean est également partagée avec nos collègues de Lille et Grand Paris Sud. Donc, je les salue au passage, Anne-Sophie et Margot. Donc, pour ceux qui souhaiteraient se faire former au principe du Lean, vous pouvez également vous tourner vers les sites de ICAM Lille et ICAM Grand Paris Sud. Voilà, pour aller plus loin, avant de prendre quelques questions, vous pouvez contacter alors Lionel Léchat, qui est responsable développement entreprise, sur l'ICAM Strasbourg, mais il pourra vous aiguiller effectivement, vous donner les contacts sur Lille et Paris. Pour ma part, je suis ici, mon collègue est également Robert Bolisset. Et puis voilà, nous sommes quasiment à la fin de ce webinaire sur la partie présentation. J'espère que voilà, vous avez trouvé de quoi répondre à un certain nombre de vos interrogations. Et puis on va prendre peut-être quelques questions à destination alors de Julien, Philippe ou moi-même. Alors j'ai suivi les questions, peut-être Julien est beaucoup sollicité. Oui, je vais répondre à quelques questions. Je peux juste regarder ça pour Karine. Oui. Donc, je vais prendre les questions qui m'ont été posées. Donc, la première question, c'était quels sont les technos et les logiciels utilisés pour développer les modèles en production et faire le lien avec les systèmes de production, pour la première partie IA prévisionnelle et aussi pour la partie IA générative. Donc, les technologies utilisées pour les modèles prévisionnels, donc moi, j'ai utilisé le langage Python et des librairies pour le machine learning et deep learning. Donc, les librairies pour le machine learning, c'était scikit-learn. Pour le deep learning, donc les réseaux de neurones, moi, j'ai utilisé PyTorch. Donc, pour entraîner ces modèles, ces librairies-là, codées en Python. Pour le prévisionnel, j'ai utilisé une architecture qui s'appelle l'ensemble learning. Ça veut dire que j'ai utilisé plusieurs algorithmes pour générer plusieurs modèles qui, eux, votent en fait à la fin. Donc, pour faire la classification, par exemple, pour détecter les tarots usés, moi, j'avais 4 modèles différents. J'avais un réseau de neurones qui était censé faire de la classification, un random forest, un SVM et un KNN. Et en fait, ces 4 modèles en parallèle, ils me donnaient un label. Est-ce que d'après eux, c'est usé ou pas? Et en fait, à la fin, il y avait un vote pondéré. Donc, le réseau de neurones qui était plus précis, il avait plus de votes. Et les autres, ils en avaient un peu moins. Mais en gros, c'était un vote à la majorité pondéré. Et donc, après, ça me donnait le label final et un degré de confiance qui me disait notre ensemble learning est sûr à 95% que c'est bien un tarot usé. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé pour le diagnostic. Pour le pronostic, j'ai utilisé un réseau de neurones convolutionnel et un random forest, pareil, vote pondéré. Et eux, ils me généraient enfin pas un vote pondéré, une génération pondérée de séries temporelles sur ce qui est à venir. Et pour la détection de nouveautés, là, c'était un random forest et un réseau de neurones récurrents. Pour IA générative, moi, j'ai utilisé technologie de serveur local, donc qui s'appelle Ollama. Ollama, elle vous permet de déployer en local des modèles pré-entraînés d'IA générative. Moi, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé Mixtral 32D pour faire mon RAG et mon système de questions-réponses, mon chatbot interne. Pour faire le RAG, je l'ai fait moi-même en Python. Et pour connecter tout ça, vu que moi, j'étais des scripts Python, j'ai fait un système très basique où c'est des API qui s'appellent entre elles. Donc j'espère que j'ai pu répondre assez efficacement à cette question. Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus parce que le temps passe vite, mais n'hésitez pas à m'envoyer un email en fait, si vous voulez plus de détails là-dessus. Mon adresse mail, c'est julien.chaplin@gmail.com. C'est très simple. Ensuite, il y avait une question de Bruno Amoretti. Il me disait que le recours à l'IA il semblait assez complexe pour un cas d'usage aussi simple de maintenance, et si c'était possible de transposer ça à l'avenir à des usines complètes. Alors, le cas d'usage, celui-ci, il se veut volontairement simple. Il est économiquement rentable parce que l'investissement derrière, sur 1 ou 2 ans, faisait que l'évitement de la non-qualité rentabilisait tout le projet. Mais l'idée, en fait, de ma thèse, c'était d'expliquer aux industriels comment on peut faire pour mettre en œuvre la maintenance prévisionnelle. Donc, l'apport de ma thèse, c'est méthodologique. Et mon apport méthodologique, on l'a prouvé via un cas d'usage. C'était ce cas d'usage de
taraudage. Donc, il est économiquement rentable. Ce n'est pas celui qui fait le plus rêver, mais l'objectif, c'est évidemment en fait, de déployer ça sur des systèmes de plus en plus complexes et de généraliser ça à l'entreprise. Donc oui, pour moi, c'est possible et de le déployer pour des centrales nucléaires, des raffineries ou des choses encore plus complexes. Ensuite, il y avait... Je vais reprendre ce que vient de dire Julien, parce qu'on a eu d'autres expériences qui étaient un peu des expériences ratées. Je vais prendre l'exemple que j'ai en tête, là, à l'instant. On voulait mesurer on voulait prévoir le remplacement des roulements de broche d'un tour. Donc, et l'idée était de mesurer les vibrations et l'augmentation des vibrations de la broche. Sauf que beaucoup d'intervenants ont fait miroiter que ce n'est pas un souci, sauf qu'on n'a jamais réussi à le faire. Pour de simples raisons, c'est que les causes des vibrations sont tellement diverses que à aucun moment, par des solutions, je dirais, connues, on n'a pu identifier la cause réelle de la destruction des roulements des broches de tout, par exemple. Donc, juste une parenthèse, les vibrations, les causes peuvent être les outils usés, peuvent être des éléments machines qui sont desserrés, bien sûr des roulements aussi, mais les vibrations les causes sont tellement diverses que pour dire avec précision que c'est les roulements de broche qui sont en train de lâcher, jamais personne n'est arrivé à le faire. À l'époque, je veux dire. À l'époque, à l'époque, c'est pas si vieux que ça. Donc, c'est un passé récent, mais voilà. Karim, je suis désolé, je vais me permettre de prioriser la question de Glenn, étant donné qu'on se connaît bien, que tu as mon numéro de téléphone. Donc, Glenn, il posait 2 questions. Combien de temps ça peut prendre de mettre en place ce genre de projet si on part de zéro? Alors, ça dépend, c'est quoi votre point zéro? Si vous maîtrisez déjà la collecte, le stockage et le traitement des données, ça peut aller très vite. Ça peut prendre quelques mois en fonction de la complexité du système, voire quelques années si c'est un système extrêmement complexe. Mais une fois que les données sont là, après, c'est plutôt de la problématique métier, avoir les compétences pour trier les données, entraîner les modèles et les déployer. Donc voilà, ça peut être quelques mois. Par contre, s'il n'y a pas toute l'infrastructure de données normalisées, de collecte et de stockage, en fonction de la taille de l'usine, ça peut être des chantiers qui durent des années. Par exemple, notre vécu à Usocom, on a eu ce chantier-là, Philippe et moi, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, parce qu'il a fallu définir des standards, créer des outils, les déployer et les généraliser. Donc si le point zéro, c'est on ne sait pas collecter la donnée, là, il faut envisager ça plutôt sur 1 ou 2 ans. Ensuite, concernant la fiabilité maximale, donc moi, je peux parler de mon vécu. Donc la fiabilité de mes modèles de diagnostic et de détection de nouveautés, c'était 97%. Donc, le 100% n'existe pas. Hein. Ceux qui vous promettent du 100%, ils sont très ambitieux. Mais 97%, du coup, c'est acceptable en production. Et il faut aussi mettre, du coup, des règles de priorisation quand on déplace ce genre de choses. Quand on a un doute, est-ce qu'on préfère arrêter la prod ou la continuer? Ça dépend totalement, en fait, de l'industrie dans laquelle vous êtes. Dans mon cas d'usage de la taraudeuse, quand on a un doute, il vaut mieux juste arrêter la prod parce que changer un tarot, ça prend 2 minutes. Par contre, il y a des entreprises, dont je ne citerai pas le nom, qui produisent des rails en continu 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qui ont des machines que si on les met en arrêt, ça coûte quelques millions d'euros à les relancer. Là, on va peut-être se dire, si j'ai un doute, je préfère produire, parce que l'arrêt coûterait trop cher. Voilà. Donc, la fiabilité, on peut atteindre du 95-97% si on a bien bossé le sujet. Et après, la priorisation de est-ce qu'on arrête ou on n'arrête pas, ça, c'est en fonction de votre contexte bien particulier. Donc, je crois qu'il reste le temps pour une question. Donc, alors, il y avait une question qui était les supports du webinaire. Alors, on a convenu de mettre les PDF à disposition, mais pas le film. Ouais. Juste pour... Et aussi, le replay de toute la conférence vous sera envoyé par mail. Je vais peut-être répondre à une question de Karim. Je vais prendre la dernière. Comment l'IA parvient-elle à définir précisément le seuil entre une usure normale et le début d'une dégradation nécessitant une intervention prévisionnelle? Alors là, c'est toutes les questions d'entraînement. L'IA prévisionnelle,
elle est entraînée avec des données. Donc c'est la qualité des données et la pertinence de vos données qui va permettre à l'IA d'être précis. En général, au début, on a une IA, on l'entraîne avec les données qu'on a à l'instant T et on la fait évoluer au fur et à mesure. Plus on a de données en fait, de qualité bien labellisées, plus le système sera précis. Donc en fait, ce seuil au début d'un projet, on le déploie quand il est satisfaisant, quand on estime qu'il a un degré de justesse assez précis. Par contre, il va être de plus en plus précis au fur et à mesure de la durée de vie du projet. Et l'IA, comment elle parvient à définir ce seuil? Ça dépend totalement de vos données. Si vous avez des données assez nombreuses et assez représentatives, votre système sera capable d'être précis. Par contre, si vous avez peu de données et mal labellisées, votre système il va vous fournir un modèle prévisionnel qui sera vraiment pas précis. Donc vraiment, le nerf de la guerre dans ce genre de projet, c'est la quantité et la qualité des données. Sans ça, on ne peut pas avoir un projet pérenne et fonctionnel sur le long terme. Voilà, donc je ne vois pas de nouvelles questions. Moi, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Je vais peut-être passer la main à Francis et Philippe. Merci à vous pour cet intérêt. Et puis, on vous souhaite aussi plein de réussite dans vos projets. Et je crois que le mot de la fin, c'est pour Francis. Oui, alors merci d'avoir été aussi attentif. Bravo aussi pour les questions très pertinentes et assez pointues. Donc, il y a des gens, effectivement, qui ne partent pas de zéro. Et j'ai apprécié les questions et les réponses, qui disent combien de temps ça met. Ça tout dépend d'où vous partez. Est-ce que vous avez déjà des datas? Est-ce que vous avez déjà votre processus sous contrôle? Vous voyez que le chemin est long entre il n'y a pas grand-chose et puis on veut atteindre l'excellence opérationnelle et je dirais le niveau de performance qu'offre l'industrie du futur. Écoutez, on espère que ce webinaire vous a permis de vous éclairer, non seulement sur le thème de l'IA et de la maintenance prévisionnelle, mais aussi sur les prérequis, comment construire votre histoire ligne. Si vous avez bien entendu envie d'aller plus loin, vous savez où nous contacter, aussi bien pour des formations, des conseils. Également du côté de Lille et Grand Paris Sud, ça peut être des relais pour vous. Donc vous recevrez en principe le replay et vous serez recontacté simplement pour voir votre degré de satisfaction et puis si vous avez des besoins en particulier sur lesquels nous pourrions vous aider. Voilà, nous sommes à la fin de ce webinaire. Je remercie beaucoup Julien et puis Philippe. Bravo pour vos témoignages très empreints de pragmatisme et qui montrent le grand chemin que vous avez fait au sein de SEV Isocom. Donc, un grand merci à vous. Voilà, et puis, je vous souhaite une très belle journée à vous tous. Et puis, peut-être à un prochain webinaire, en tout cas, ou au plaisir de vous voir en formation dans nos sites ICAM. Merci à vous. Merci à tous. Bon après-midi. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.